Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire du DCU. C'est quoi? C'est le DC Extended Universe. Globalement, c'est comme le MCU, mais du côté de chez DC. Alors, pour les deux du fond qui n'ont rien suivi, c'est quelque chose qui a commencé en 2013 avec Man of Steel. Ça s'est terminé en 2023 avec Aquaman 2. Entre-temps, en 10 ans, il y a eu une quinzaine de films, des hauts, des bas, beaucoup de débats. Vraiment, ça allait dans tous les sens. On n'arrivait pas à savoir pourquoi ça ne marche pas. Pourtant, la concurrence y arrivait très bien. Et aujourd'hui, je vais vous raconter cette histoire de tragique du DCU que, en fait, beaucoup de gens étaient impliqués. Il y avait énormément de potentiel. Personnellement, j'avais beaucoup d'ambition dans ce projet. Je suis un grand fan de DC, beaucoup plus que Marvel. Il y a beaucoup de choses que je mets et malheureusement, ça a foiré. C'est la faute de quelques personnes, c'est la faute du public, c'est la faute des critiques, c'est la faute de plein de choses. On va voir ensemble, je vais essayer d'être le plus complet et le plus simple possible pour vous expliquer tout ce bordel en fait et pourquoi il y a deux Jokers, trois Batman et que ça va dans tous les sens. Allez, c'est parti. Alors, avant de commencer, on va mettre un petit peu de contexte. Il faut savoir que les films de super-héros existent depuis les années 60. Vous aviez Batman 66, que vous avez déjà vu des extraits ou des choses comme ça. Jusqu'à là, les films de super-héros, c'était vraiment quelque chose de très... un marché de niche. Vraiment, il y avait peu de budget, c'était des petites productions, des acteurs peu connus. Vraiment, c'était fait pour des enfants ou vraiment des geeks de chez geeks. Rien de transcendant. Il y avait des films dans les années 60, 70. Ça existait, mais voilà, c'était toujours très très bas de gamme. Le seul film qui s'est distingué, c'était Superman, le premier Superman de Richard Donner en 78. À partir de là, on voit qu'on a commencé un petit peu à monter en gamme. Il y a des effets spéciaux, il y a du budget. On a Gene Hackman dans le rôle de Lex Luthor. On voit qu'on peut faire du sérieux. On voit qu'on peut faire du sérieux dans les films de super-héros. Mais globalement, c'était l'exception qui confirmait la règle. Et on va continuer un petit peu dans les années 80. Quelques films Superman. D'ailleurs, la saga va se décliner parce que voilà, ça va partir dans tous les sens. On va avoir des petits films à droite à gauche, mais rien, rien de sérieux. Il faut attendre 1989 avec Tim Burton qui va sortir son Batman avec Jack Nicholson dans le rôle de Joker, où clairement on se dit ouais, ça devient sérieux, il y a du moyen, il y a des budgets, c'est pas mal. Et dans les années 90, on va continuer à faire des films Batman, donc Batman Returns, Batman Forever, Batman et Robin. Oui, alors ça, il faudrait une vidéo complète sur ça, mais globalement, encore une fois, on fait la même chose qu'avec Superman. On a une saga qui se décline. Mais ça, je parle de DC. Marvel n'est pas en reste. On a quelques productions à droite à gauche, mais sinon, c'est pas du sérieux. C'est même pas considéré comme du cinéma pour vous dire. Il faut attendre 98 pour que Marvel, donc la boîte, s'investisse un petit peu dans le cinéma. À l'époque, ils sont dans la merde. Et ils se disent, bah tiens, on va faire un film, on va utiliser les droits d'un de nos personnages, Blade, pour sortir Blade de cinéma, qui va leur permettre un petit peu de ronfler les caisses. Ça va pas les sauver, donc ce qu'ils vont faire, ils vont vendre des licences. Ils vont vendre les personnages de Spider-Man, des X-Men à différents studios. Dans les années 2000, le vent tourne et on a beaucoup de nouvelles productions de films. Le premier en date, c'est évidemment X-Men de Bryan Singer qui est sorti. Et on voit que quelque chose a changé. Le film est plus ambitieux, plus sérieux, il y a des effets spéciaux de qualité. Vraiment, on aborde des sujets comme le racisme. Vraiment, les X-Men, c'est des personnages très intéressants, avec ces dualités entre Magneto et Charles Xavier. Ça a pris un nouveau virage, surtout qu'avec l'essor de l'ère de numérique, on peut un petit peu les mettre en... Maintenant, on peut leur donner leur vraie capacité. Un super-héros maintenant qui vole, c'est beaucoup plus faisable. Quelqu'un qui est invisible, qui lance des toiles d'araignée, c'est faisable avec les effets spéciaux. On va avoir 4 différents studios qui vont un petit peu se développer. D'un côté, DC, ils vont faire Catwoman, ils vont faire des Batman, des Superman. Vous avez Sony qui va sortir, c'est Spider-Man, qui vont très très bien fonctionner. Vraiment, les premiers Spider-Man de Raimi, c'est dans le haut du panier. Vous avez la 20th Century Fox qui va sortir les 4 Fantastiques, les X-Men, les Daredevil. Et vous avez un autre studio, Universal, qui va sortir l'incroyable Hulk et encore deux trois films. Clairement, dans le paysage médiatique, on se dit, bah tiens, il commence à avoir entre 4 à 5 films de super-héros par an. Ça se développe, les gens ils vont en masse, les gens ils vont en famille. Ça reste du bon divertissement. Ça se crée un petit peu de la place entre les films d'action et les films des comédies romantiques, des choses comme ça. Netflix n'existe pas encore à l'époque. Mais ça se développe. 2004, DC sort Catwoman qui est juste oubliable. Vraiment, c'est vraiment ça date pas d'hier.
Warner qui fait de la merde avec ses personnages, ça date depuis les années 90. Ensuite, un autre film qui va sortir, c'est Superman Returns, qui à l'époque était le film le plus cher de l'histoire, qui était un peu la suite de Superman 4. Euh, Encore une fois réalisé par Bryan Singer, donc celui qui avait réalisé les X-Men auparavant. Donc retenez bien ce nom parce que du coup, Warner va récupérer un réalisateur de chez Marvel pour réaliser un de ses films. Vous allez voir, l'histoire va se répéter plusieurs fois. Le film est un succès, mais voilà, encore une fois, Superman, c'est un personnage qui est un petit peu très bouffe. En fait, c'est très chiant, il est très trop parfait. Ils vont avoir beaucoup plus de succès avec la série Smallville qui passait à l'époque, qui était vraiment beaucoup plus cool, vraiment orienté jeunesse, orienté psychologie, tout ça. Et il faut attendre l'année 2005. À ce moment-là, un petit jeuneau arrive, de nom de Christopher Nolan. À l'époque, c'est un mec qui est pas connu. Christopher Nolan, il a dû faire 3-4 films à part ça avant. Il est pas du tout connu. On lui dit, voilà, écoute, faut que tu fasses Batman. Un nouveau Batman. On va relancer la machine. Batman, ça marche toujours bien. Les enfants l'aiment bien, les gens l'aiment bien. On a eu des dessins animés Batman, tout ça. Il faut que tu relances. Il va sortir Batman Begins en 2005. On va repartir d'une feuille blanche. À l'époque, le film est un immense succès critique et des spectateurs. Vraiment, Batman est un personnage ringard. On va le remettre sur le devant de la scène. Beaucoup de fans n'aiment pas du tout Batman Begins et vraiment toute la saga de Nolan parce que il désacralise le personnage de Batman. Nolan, vraiment, si vous êtes un grand fan de Batman, bah, il ramène Batman au niveau d'homme, quoi. Batman, c'était un homme qui se battait, qui essayait d'être au niveau des dieux. Dans les films de Nolan, voilà, on ramène Batman. Sa Batmobile, c'est pas un truc super futuriste, super cool, c'est un char d'assaut. Batman, et en vrai, il a une sorte d'armure. Il a des gadgets, mais c'est pas lui qui les fabrique. En fait, c'est Lucius Fox, un peu comme Q chez James Bond. Beaucoup de débats, mais la formule fonctionne en fait. Nolan réalise un très bon boulot. On lui fait confiance, vraiment. Il a rempli son contrat. 2008, encore une fois, date très importante à se souvenir. On a un nouveau projet qui se crée. Marvel se dit, tiens, les films de super-héros, ça marche au cinéma. Beaucoup de studios exploitent nos personnages, mais pas tout à fait comme on le voudrait. Vraiment, ils font un petit peu n'importe quoi. Tu sens que c'est des gens qui sont pas, des gens pas passionnés qui font ça. C'est pas des professionnels de la comics. Du coup, ils se disent, on va coordonner tout ça. Ils engagent un gars qui s'appelle Kevin Feige, qui est un immense fan de comics. Vraiment, le mec, il vit pour ça, il adore ça. Il était déjà producteur dans d'autres productions Marvel avant ça, sur des X-Men, sur des Spider-Man. Mais vraiment, c'est un mec qui s'y connaît dans le milieu, il est connu dans le milieu. Et on le met en haut de la pyramide, on dit, bah voilà, frère, il faut que tu nous aides, on va lancer notre propre univers de films de super-héros au cinéma. En 2008 sort Iron Man, premier du nom, immense succès critique. Robert Downey Jr. en Iron Man, c'est the GOAT, quoi, voilà. La même année, on a donc à la fin du film, on a un personnage de Nick Fury qui arrive, qui commence à parler des Avengers et tout. On se dit, tiens, bon, les gens qui connaissaient pas trop ou qui pouvaient s'intéresser, ils se disent, tiens, mais oui, j'ai entendu parler des Avengers, peut-être qu'il y a quelque chose d'autre qui est prévu, peut-être une suite ou un truc comme ça. Le même année, en juillet, sort L'Incroyable Hulk. Donc L'Incroyable Hulk, pareil, beaucoup de gens n'aiment pas ce film, je ne sais pas pourquoi, mais personnellement j'aime beaucoup ce film, je trouve qu'il est très très intéressant, il y a beaucoup de choses à exploiter. Mais bref. Et à la fin de la scène post-générique de Hulk, on a Tony Stark qui apparaît. Et à l'époque, les gens deviennent fous en fait. À l'époque, c'était vraiment le début d'Internet. Il y avait déjà YouTube qui apparaît. Les réseaux sociaux, ça commence à fonctionner. Mais bref, les gens partagent en masse et tout. On fait, mais mec, il y a Iron Man qui apparaît dans Hulk et tout. Les deux sont connectés, ça veut dire que tu peux voir les films et tout. Enfin, waouh, waouh, waouh. Qu'est-ce qui nous prépare? Ça veut dire qu'ils vont se croiser dans d'autres films. À l'époque, aujourd'hui peut-être ça vous paraît ridicule. On se dit, ouais, mais voilà, il y a des scènes post-génériques partout maintenant. Même une comédie romantique, il y a une scène post-générique. À l'époque, c'est quelque chose qui était novateur en fait. C'était un pari audacieux de garder son spectateur jusqu'à la fin du film pour se dire, bah tiens, il y a une petite scène qui va vous permettre de comprendre la suite. Donc ça, c'est juillet 2008. En août 2008 arrive le relot compresseur The Dark Knight. Vous vous souvenez des petits Nolan qui a fait un film en 2005? Voilà, il a fait la suite. Oui, Iron Man c'était bien, Hulk c'était pas mal. Nolan va mettre une PLS intergalactique à tout le monde avec son The Dark Knight. Le film sort en août et à l'époque on se dit ouais c'est un bon film de super-héros, c'est un bon film de Batman. Que dalle. Direct, il met la barre très haut, tous les critiques sont unanimes, tout le monde est unanime,
c'est un excellent film tout court. Vraiment, on est sorti du film de super-héros de masques et de collants. On est dans un thriller psychologique. Nous sommes en 2008. Obama vient d'être élu. Nous sommes post-année Bush, vraiment avec ce terrorisme et tout. On a un film noir, on a un film violent, on a un film réaliste. On a un Joker d'anthologie avec Heath Ledger qui a reçu un Oscar à titre posthume. Encore une fois, il y a des détraqueurs qui ont dit ouais, mais non, mais en fait, c'est pas Batman. Le Batman de Burton, c'est largement mieux. Il y a des pour, des contre, mais globalement, Nolan remet la barre comme ça. Il dit voilà, nous, un film de super-héros, on peut le faire comme ça. C'est même Iron Man que j'adore, à côté, il paraît que presque enfantin. Tout ça va se fonctionner, tout bien. 2008, on se termine, voilà et tout. En 2009, sort un petit film de super-héros réalisé par un petit gars que vous connaissez peut-être. Watchmen, réalisé par un certain Zack Snyder, que j'ai ici. Alors, Watchmen, c'est quoi? C'est l'une des meilleures bandes dessinées de tous les temps. C'est considéré comme l'un des meilleurs livres de tous les temps, pour vous dire. Et c'est juste un objet culte. Voilà, vous connaissez pas, peut-être, enfin, c'est pas très connu, mais ça fait partie du patrimoine culturel culte des super-héros et des comics. Watchmen est écrit par un certain Alan Moore, que vous connaissez pas du tout non plus, je parie, qui, en fait, est très célèbre. Il a écrit énormément de BD, notamment V pour Vendetta, qui était un excellent film réalisé par les Wachowski en 2005. Et surtout, les fans de Bond peut-être connaissent La Ligue des Gentlemen Extraordinaires. Alors, les fans de Bond le connaissent parce que en 2003, il y a eu un film qui avait fait un énorme flop, qui était pas ouf, on va dire. Et en fait, c'était le dernier film de Sir Sean Connery. Vraiment, il a fait ce film, ça avait fait un flop, il n'était pas du tout content, et en fait, il a décidé de partir à la retraite. Et Alan Moore, en fait, quand il a vu le film, il a dit « Je veux plus jamais voir mon nom apparaître sur aucune création d'adaptation de films de mes bandes dessinées. » Donc c'est la dernière fois. Malgré le fait que V pour Vendetta est un excellent film qui a été très fidèle à la BD, malgré que Zack Snyder a fait un excellent film sur Watchmen, Alan Moore il a dit non, je veux pas voir mon nom. Alors pourquoi je parle de Zack Snyder? Parce que Zack Snyder, Watchmen c'était une BD inadaptable. Vraiment c'est quelque chose qui est très particulier. Mais il a réussi. Il a réussi, il a fait presque du plan par plan, il a apporté sa touche. On voit clairement que c'est un gars, il adore jouer avec la caméra, il adore mettre en avant le corps humain, vraiment. Si vous avez déjà vu 300, bah, vous le verrez avec ces hommes qui sont pleins de muscles et tout. Mais surtout les films de super-héros, il sait gérer. Vous aurez des énormes plans sur la main, sur les bras, sur les muscles, sur les mettre un petit peu en contre-plongée. Jusqu'à là, tout va bien, 2009, 2010, 2011. Marvel développe son côté ces films de super-héros, donc en fait on voit que tout s'est connecté machin et tout. DC de son côté va lancer un certain Green Lantern en 2011 qui va être un énorme flop, réalisé d'ailleurs par Martin Campbell, réalisateur de James Bond, Casino Royale et GoldenEye. Encore une fois, on essaie de faire quelque chose, mais ça marche pas. Green Lantern devait aussi faire partie d'une énorme saga de super-héros, donc ça devait être connecté entre eux et tout, mais ça n'a pas été fait. Tout se passe bien jusqu'en 2012. 2012 encore, souvenez-vous de cette date. 2012 arrive Avengers. Donc ça veut dire que entre 2008 et 2012, on a eu 4 ans, on a eu 6 films. Et ce 6e film, c'est un petit peu l'apothéose de tout ce qu'on nous a préparé depuis les 4 ans. Iron Man, Thor, Captain America, ils se mettent tous ensemble, on fait un film tous ensemble avec ces super-héros au cinéma. C'est un immense succès, vraiment rouleau compresseur au box-office, 1,5 milliard. Tout le monde y va. Moi, je me souviens, j'étais avec mes potes. Enfin, vraiment, c'était un événement, quoi. Je veux dire, c'est la première fois qu'on voyait ça au cinéma. On devait voir des films séparément et ensuite tous ces super-héros allaient être réunis ensemble pour aller au cinéma. Ça s'est jamais vu d'habitude. Par exemple, vous preniez les X-Men, on voyait déjà les X-Men et après on allait voir X-Men 1, 2, 3. Là, on a vu des films séparément et au final, on va tous ensemble voir un film. C'était de la dinguerie. Les gens, c'était il y a 12 ans, mais vous comprenez pas, c'était de la grosse dinguerie à l'époque. La même année, Nolan termine sa trilogie The Dark Knight avec The Dark Knight Rises, qui est un bon film, qui se passe bien, mais on sent qu'il est un petit peu décalé par rapport au deuxième. Sony sort son Amazing Spider-Man. Ça, c'est encore une autre histoire. Pourquoi est-ce qu'ils ont rebooté le système? Mais ça mériterait une vidéo à elle tout ça. Le seul film qui est au top du box-office, qui n'est pas un film de super-héros, c'est Skyfall, qui sera sorti avec Daniel Craig, qui va se retrouver juste entre les Avengers et The Dark Knight. On sent que les années 2010 seront les films de super-héros, vraiment. Que c'est une machine à cash, ça fonctionne bien, que voilà, on va continuer. Donc ça, c'est en 2012. 2013,
Man of Steel. Nous aussi, on va lancer notre propre univers connecté. Ils regardent un peu dans leur catalogue et se disent, bon, il faut combiner tout ça. À la réalisation, ils mettent un certain Zack Snyder, dont j'ai déjà parlé, qui avait réalisé Watchmen. Même si le film n'a pas eu le succès escompté au box-office, tout le monde a reconnu le talent de Snyder, tout le monde a reconnu que c'est un passionné de bande dessinée, tout le monde sait qu'il arrive à mettre en avant des super-héros qui sont vraiment plus bigger than life, comme on dit. Mais Snyder, voilà, tout seul, c'est un énorme projet et tout pour lui. Qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on va appeler Nolan à la rescousse et en fait, on va mettre Nolan à la production. Man of Steel, c'est donc, voilà, Snyder à la réalisation, il travaille avec son équipe aussi, et Nolan à la production. Sachant que Nolan, c'est un gars, il adore travailler en famille, il travaille souvent avec sa femme, son frère Jonathan Nolan à l'écriture, David S. Goyer aussi à l'écriture, et Hans Zimmer à la musique. Donc en fait, le but, c'est de faire Watchmen plus The Dark Knight. Ensemble, ça vous fait un film de Superman. Et le résultat était à l'auteur. J'étais vraiment fâché avec le personnage de Superman, j'aimais pas du tout ce personnage, vraiment, ça me saoulait. Vous voyez Man of Steel, vous vous rendez compte que voilà, c'est un excellent film. Il remet la place de Superman au centre. Comment ils ont fait ça? Ils se sont dit, bah tiens, comment est-ce que tu fais un film sur un personnage invincible en fait, sans que ce soit chiant? Et globalement, c'est l'histoire de Jésus. Man of Steel, si tu regardes le film, c'est l'histoire de Jésus. Superman, c'est Jésus. Son père, Kal-El, c'est Dieu, en fait, vraiment, c'est Dieu qui vient de Krypton et tout, qui va tout lui apprendre, machin et tout. Et vous avez sur Terre Jonathan Kent, qui est son père, en fait, qui est Joseph, son père d'adoption, qui va lui apprendre le côté humain, en fait. En fait, l'histoire de Man of Steel, c'est Dieu qui descend sur Terre et qui apprend à aimer les habitants de la planète, à devenir humain, quoi. Donc voilà. Le film est un grand succès, ça casse pas le box-office, mais on sent que voilà, il y a quelque chose qui a changé. Henry Cavill en Superman, ça marche super bien. Il y a des super effets spéciaux, une scène de combat d'anthologie, vraiment, on va détruire tout Metropolis. Mais on sent que quelque chose se met en route. On va partir à la phase 2. On a lancé tout cet univers, tout va bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Nolan dit adieu à Warner, il dit bah écoutez, moi j'ai d'autres projets, moi je voudrais faire mon film Interstellar sur l'espace, je voudrais faire d'autres projets, mais je vous laisse faire tout ça. Franchement, Snyder il se démerde très bien tout seul. Allez-y. Zack Snyder se dit ok, pas de souci, je vais commencer à travailler. On va adapter Batman v Superman, qui est un petit peu un extrait d'une bande dessinée qui s'appelle Dark Knight Returns, où justement les deux se battent. Problème, on a déjà Superman, maintenant il faut engager Batman. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on rappelle Christian Bale qui a tourné avant ça sur les The Dark Knight? Est-ce qu'on lui propose un chèque à 50 millions, vraiment, on en fait le nouveau Iron Man comme chez Marvel? Et ce dernier, en fait, refuse. Ce dernier refuse, il dit non, en fait, moi, ça ne m'intéresse pas, j'ai tourné la page, j'ai fait les Batman, ça s'est bien passé, j'ai adoré jouer le rôle. Voilà, j'ai arrêté. En plus, la fin de The Dark Knight Rises montre que voilà, il a tourné la page, qu'il y a autre chose et tout. On doit recruter un nouveau Batman, on doit faire de nouvelles choses et tout. Et on va faire Batman v Superman. Et ce film, en fait, c'est le début des bordels chez Warner et chez DC et chez voilà. Et en fait, vous allez voir ce film, et en fait, la jeunesse de ce film montre clairement qu'est-ce qui n'a pas marché sur les autres films et à partir de quand ça a merdé. Zack Snyder travaille sur Batman v Superman. Le film fait quasiment 3 heures. 3 heures. On a un nouveau Batman, ça fait polémique, les gens sont pas contents, pourquoi c'est Ben Affleck, machin truc. Il a déjà fait Daredevil. Non, il a à chier, vraiment, c'est pas le vrai Batman, hein, rendez-nous Michael Keaton, machin. Bref, comme toujours, les gens s'énervent. Et le film sort au cinéma. Sauf que on se rend compte très vite que le film est un petit peu bizarre, il est un peu tronqué. Il passe bien au cinéma, il y a le combat entre Batman et Superman, vraiment super combat. Sauf que rapidement, on a des bandes annonces où on a Wonder Woman aussi, donc en fait, on sait plus Batman v Superman, c'est Batman v Superman et Wonder Woman. Donc on a un petit peu gâché l'effet de surprise. Moi ici, j'ai la version édition longue, et en fait, la version cinéma dure 145 minutes, donc 2h40, et la version longue dure 3 heures. Snyder, il faut savoir que c'est un mec, pareil, il adore faire des films à rallonge, surtout qu'il adore les plans ralentis et tout. Mais rapidement sur Twitter, apparaît, dit, écoutez, le film est pas mal, le film, il y a des bonnes choses, mais quelque chose manque. Vraiment, le film est charcuté.
tu sens que dans le scénario, il y a des choses qui manquent, que les personnages, à un moment donné, ils apparaissent, ils disparaissent. Enfin, il manque des choses. Snyder met ça en avant, il dit bah écoutez, en fait, moi le film a été charcuté parce que voilà, pour la sortie ciné, il voulait pas que ça soit 3 heures de long et tout ça, donc les gens commencent à se plaindre, ils disent ouais, mais en fait non, nous on veut voir la version de Snyder vraiment. Warner sait pas trop où se mettre, ils disent ouais, mais en fait non, parce que les exploitants de salles de cinéma, ils sont pas enfin ils sont contre qu'un film dure 3 heures, machin, machin, machin. Tu vois clairement maintenant il y a un problème entre Snyder qui a sa vision d'un film et que le film dure 3 heures, et les producteurs qui disent non, non, mais attendez, il faut qu'on rentre dans un cahier de charge. Ça commence à partir de là, mais bref, le film sort au cinéma, il y a beaucoup de bras, machin et tout, mais globalement ça passe, le film rentre dans le box-office, tout va bien. La même année, sort un autre film, The Suicide Squad. Alors, pareil, encore une fois, je vais m'arrêter un peu sur ce film, après vous allez voir, je vais passer beaucoup plus vite. Il y a une première bande-annonce qui sort dans les années 2015, si je me souviens bien, où on voit bah, vraiment un truc vraiment très sombre, très violent. Vraiment, vous avez ces personnages qui sont des méchants, qui sont des assassins, qui vont s'unir, rassemblés par Amanda Waller pour accomplir des missions. Vous allez voir aussi, ce film-là, tout comme celui-là, vont un petit peu commencer à développer les problèmes typiques du DC. Et en fait, c'est parmi les gros problèmes qui se développent dans l'univers. Comme je vous l'ai dit, en 2015. En 2014, ceux qui s'en souviennent, était sorti le film Les Gardiens de la Galaxie, réalisé par un certain James Gunn. Souvenez-vous aussi de ce nom. Les Gardiens de la Galaxie, c'était un groupe de super-héros qui n'était pas très connu. Le film est un immense succès parce qu'il y avait cette utilisation des musiques des années 70, 80, Michael Jackson, David Bowie. Le film est fun, vous avez des personnages attachants, vraiment, c'est un film familial, tout le monde va le voir. Et ça fonctionne bien. Et là, en face, vous avez un film un peu bizarre avec des super-héros un peu dark, sombres, très sales, très crades, avec des moralités questionnables. Rapidement, il se rend compte que non, mais en fait, Batman v Superman, déjà que ça n'a pas rentré dans les frais, autant parce qu'il pensait taper le milliard au box-office, bah en fait non, ça n'a pas tapé le milliard, ça a tapé je crois 700 ou 800 millions. On va changer des fusils d'épaule. Non, on va faire des films beaucoup plus familiales parce que peut-être que les gens veulent pas aller voir des films sombres au cinéma avec leurs enfants. Le film est charcuté au montage, on remet un filtre par-dessus, donc en fait le film, la deuxième bande-annonce quand elle sort, il y a des lumières flash partout, il y a de la musique entraînante partout, il y a du Queen, il y a Bohemian Rhapsody dans la bande-annonce. On se dit mais en fait on n'a plus l'impression d'avoir le même film. Encore une fois, Warner va charcuter le film pour que le rende beaucoup family friendly, beaucoup plus accessible. Et un personnage rentre en jeu en la personne de Will Smith, qui est un acteur extrêmement célèbre dans l'univers hollywoodien, déteste jouer des méchants. C'est pas une blague, vraiment. Will Smith ne veut pas jouer de méchant, il veut pas avoir le mauvais rôle. Vous avez même des contrats comme ça, certains acteurs ils disent bah non, en fait moi j'ai pas envie de mourir dans un film, ou j'ai pas par exemple envie d'être un méchant, ou je veux que mon personnage soit avec une moralité questionnable, c'est niette par exemple. À ce moment-là, vous avez donc l'ego de Will Smith qui rentre dans la production du film, et Will Smith un petit peu commence à mettre ses pièces dans la production. Il dit ouais non mais en fait même moi j'ai envie d'être gentil, non j'ai envie que j'ai une moralité questionnable, en fait j'ai une fille, en fait je suis un personnage attachant, je suis pas un bad guy. Et le film change de direction en fait. Le film sort au cinéma, c'est décrit par tout le monde. Vous avez le Joker de Jared Leto, pareil, ça avait fait polémique parce que voilà, bah tu passes après Jack Nicholson et Heath Ledger. Jared Leto en fait des tonnes. Tu sens que le film est passé par 15 000 phases de montage. Will Smith défonce son œuvre jusqu'à la mort. Il dit non, non, mais en fait, c'est un film génial, machin et tout. Moi aussi, encore, j'ai ici une extended cut parce qu'il y a des scènes qui manquent. Mais globalement, tu sens que, voilà, il y a deux gros problèmes qui commencent à arriver chez Warner. On laisse pas faire le travail des réalisateurs. On va charcuter leurs films et qu'au final, bah, ça donne pas ce qu'on veut. Et qu'on commence à laisser la place à des grandes gueules dans le casting, donc dans les acteurs qui ont un petit peu de carrure, un peu de charisme, qui ont un peu d'expérience, et qu'on les laisse un petit peu faire ce qu'ils veulent, parce qu'on se dit, bah tiens, on va s'appuyer sur leur notoriété pour promouvoir nos films. Chose intéressante, à la fin de 2016, Snyder, en fait, arrive à convaincre Warner de sortir une version longue, l'extended cut de son film. Et si vous en souvenez bien, à la fin de l'année, c'était dans les octobre-novembre, quand le film est sorti en Blu-ray, même Warner eux-mêmes faisaient la promotion de la version longue en disant ouais mais en fait le film il est plus compréhensible, alors oui il est plus long mais il est plus compréhensible, il y a plus de choses, il y a des effets spéciaux un petit peu améliorés machin et tout,
Donc ils s'étaient rendus compte eux-mêmes que ça a merdé, qu'ils devraient faire confiance, qu'en fait Snyder a la confiance du public. C'est rare que ça arrive, mais que ils ont créé un lien particulier entre le réalisateur et le public, et que le public a confiance dans le réalisateur et qu'ils veulent voir le travail du réalisateur. Donc voilà, ça c'est pour l'année 2016, d'accord? On est seulement 3 ans après le lancement de l'univers et déjà c'est le bordel. D'ailleurs, pour l'anecdote, est-ce que vous savez que le film Batman v Superman devait sortir en 2015 à la base, mais que ils avaient peur que le film soit en compétition avec Avengers Age d'Ultron et l'ère d'Ultron, et qu'en fait ils se sont dit on va le décaler d'une année pour finir les effets spéciaux. Oui, imaginez à l'époque on décalait un film pour finir les effets spéciaux, alors que maintenant en 2022, 23, 24, c'est l'inverse, on sort les films le plus vite possible avec des effets spéciaux non finis. Petite parenthèse. 2017, Wonder Woman. Alors, on l'avait déjà vu dans Batman v Superman. On décide de confier les rênes à une réalisatrice, à une femme réalisatrice, avec Gal Gadot dans le rôle principal. Le film est un immense succès au box-office. Surtout, c'est la première fois qu'un film de super-héroïne a autant de succès, parce qu'on avait déjà eu du Elektra, des personnages et tout à droite à gauche, mais tout le monde pensait que non, c'était que un univers masculin. Wonder Woman sort au cinéma, immense succès, tout le monde kiffe. C'est réalisé par une femme, le film fonctionne très bien, vraiment. On se dit non, c'est bon. Là, on arrête les conneries, on part sur les bons rails. Et la Justice League. Alors, pareil, ça va être un petit peu long. Snyder, après Batman v Superman, officie autant que réalisateur dans son univers, mais aussi autant que producteur. Par exemple, dans Suicide Squad, il sert de producteur, il est passé sur les plateaux pour un petit peu donner son avis. Sur le projet de Wonder Woman, pareil, il a été officier comme producteur, donc il a donné son avis, il a donné quelques trucs. Sauf qu'on le charge de faire l'Avengers de DC. On est en 2017, donc on est 5 ans après la sortie du premier Avengers. À ce moment-là, beaucoup de gens rigolent, ils disent ouais mais en fait ils sont trop cons, les mecs ils auraient dû lancer l'univers beaucoup plus tôt et tout. Je vous rappelle qu'en 2012 on est en train de terminer Batman The Dark Knight, donc en fait les mecs ils avaient pas juste pas les moyens de lancer un nouvel univers parce que leur film Green Lantern n'avait pas fonctionné. 2013 c'est vraiment ils ont bien géré, jusqu'à là ils avaient bien géré. Snyder se lance dans la production de Justice League. On a déjà les 3 personnages principaux, on a Superman, Batman, Wonder Woman. On va rajouter The Flash, Aquaman et Cyborg. Beaucoup de gens gueulent, ils font mais attendez, pourquoi est-ce qu'on aura des personnages alors qu'on aurait pu avoir des films stand-alone? La production dit ouais mais attendez, est-ce que tu vas voir le film The Flash ou est-ce que tu vas voir un film Cyborg? Je veux dire vraiment, est-ce que ça t'intéresse? Non. Donc autant qu'on fasse un film sans ces personnages directement impliqués dans le Justice League. Tout se passe bien, la production avance et tout. Et là, le drame. Zack Snyder a sa fille qui se suicide en fait. Elle commet un suicide. Sachant que Zack Snyder travaille avec sa femme, Deborah Snyder, sur tous ses films. Ils travaillent ensemble, ils ont leur propre boîte de production. La production doit s'arrêter. Le film, on est à mois de mars, février-mars 2017. Le film doit sortir pour décembre, pour juillet-décembre. La production s'arrête parce que voilà, il est dans une impasse. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on arrête le film et on attend que Snyder fasse son deuil et revienne pour continuer à travailler dessus? Est-ce que on continue le film sans lui et en fait on le remplace et tout parce que le film était fini à quasiment 80%? Est-ce qu'on annule la sortie du film carrément et on le repousse à quand vraiment quand, parce qu'en fait ce genre de production vous avez des assurances en fait qui existent, donc c'était possible, c'était quelque chose qui était envisageable. Quelque chose qui s'était passé simultanément, c'était pour Fast and Furious 7 lorsque Paul Walker est décédé. Ils avaient plusieurs solutions aussi qui étaient possibles. Warner est comme ça parce que bah, Marvel à côté bat des records d'audience, vraiment leurs films cartonnent. Eux, c'est à peine leur 5e film. Si vous regardez Justice League, c'est que le 5e film de l'univers. Et c'est le film pivot, c'est vraiment leur Avengers à eux. Et là, grande idée. Est-ce que vous vous souvenez que j'avais dit en 2006, ils avaient appelé Bryan Singer, qui était le réalisateur des X-Men, pour réaliser Superman Returns? Warner va du côté de chez Marvel et ils vont engager un certain Josh Whedon. Josh Whedon, c'est un nom qui vous dit
peut-être pas grand-chose, mais c'est le réalisateur de Avengers premier du nom, d'Avengers Ère d'Ultron, 2 films qui ont fait plus d'1,5 milliard au box-office, non très connus et respectés, et ils se disent, bah tiens, ce qu'on va faire, on va appeler ce gars-là pour finir le film de l'autre. Ce qui est une idée à la con. C'est comme si demain, vous aviez Nolan qui fait un film, qui fait un James Bond, qu'il meurt sur le tournage ou il y a quelque chose qui ne va pas, et on va appeler Quentin Tarantino pour finir son film. C'est pas qu'il y en a un qui est bon ou mauvais et tout, c'est que c'est deux choses totalement différentes, c'est deux mecs totalement différents. Idée à la con, on appelle Joss Whedon pour faire ce film, et qu'est-ce qui se passe? Bah Joss Whedon, bah, en fait, il arrive avec ses grands sabots, il dit bah non, en fait, moi le film ne me plaît pas du tout, machin et tout. Et à l'époque, on avait déjà eu une première bande-annonce en fait. Encore une fois, comme avec Suicide Squad, on a la bande-annonce de Justice League, et en fait, on voit qu'un film assez lourd, plein de personnages, on voit le personnage de Cyborg, on voit le personnage de The Flash, on voit le personnage d'Aquaman. Alors, on avait vu une sorte de petits extraits dans Batman v Superman avec des caméras de vidéosurveillance, mais les personnages ne sont pas développés. Tout est sombre, tout est noir. On est dans l'univers Snyder, en fait. On est vraiment un film de Snyder. Joss Whedon arrive, commence à faire des reshoots, commence à dire non mais ça j'aime pas du tout, remanier le scénario. Le méchant principal en fait qui était un sous-fifre d'un autre méchant, bah en fait on l'enlève complètement. Bref, on remixe tout ça, on a une deuxième bande-annonce qui sort et tu te dis ah bah en fait c'est plus du tout la même chose en fait. Il y a beaucoup de rouge, il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup de choses, donc en fait enfin tu reconnais la patte de Joss Whedon, mais tu dis c'est pas du tout la même chose quoi en fait. C'est pas, ça colle pas les deux. Le film sort au cinéma et il dure 2 heures. Alors vous vous souvenez, à l'époque on gueulait parce que le film il durait 3 heures, on l'a coupé à 2h40. Un film monumental pour l'univers, on a de nouveaux personnages, on doit faire plein de films d'action et tout, 2 heures seulement au cinéma. Enfin tout le monde rigole quoi, tu te dis mais en fait le film il est immonde, le film est dégueulasse. Beaucoup de gens ont jeté la pierre sur Joss Whedon, mais personnellement, je vais pas l'insulter parce que je trouve que voilà, il a juste fait son job. Il a fait ce qu'on lui a demandé de faire. Clairement, tout le monde gueule, tout le monde dit non, mais c'est pas possible, il y a quelque chose qui va pas. Et il y a un gars qui est un petit peu sorti de son deuil, un certain Zack Snyder, qui tweet beaucoup d'ailleurs, qui est très proche de ses fans, qui dit écoutez les gars, je suis désolé que vous soyez déçus. J'ai quitté le projet pour des raisons que vous me connaissez, les raisons personnelles. Par contre, sachez que c'est pas ma version du film. Il y a une autre version du film qui existe, je l'ai quelque part sur mon disque dur, des trucs comme ça, mais que c'est pas ce que vous avez vu au cinéma, c'était pas ma vision. Je suis désolé que vous étiez déçus. Moi, j'avais une autre vision. Moi, je voulais vous proposer autre chose. Je voulais vous proposer un autre méchant, je voulais proposer ça, 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 ça. Et là, c'est vraiment Pambelop. Ça part dans tous les sens. Il y a un hashtag qui se crée. Release the Snyder Cut. Sortez la version de Snyder, globalement. Vous avez peut-être entendu parler de ce hashtag, mais globalement, les fans disent non, 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 attendez, on a déjà eu l'arnaque avec Batman v Superman, où justement vous avez charcuté le film et qu'à la base on était tous contents. Genre, voir un film de super de 3 heures qui est bien, tout le monde est content. Sachant que Marvel le fait aussi, entre les 2 heures et demie des différents Avengers, et même Winter Soldier, qui a été un immense succès, Captain America, Winter Soldier et Civil War, pareil, ça dure quasiment 2 heures et demie, 3 heures, ça marche, les gens payent pour aller les voir. Bref, ce hashtag Release the Snyder Cut existe, mais on signe des pétitions. Moi, je suis le premier à signer la pétition, mais voilà, on se dit non, bah en fait, comment tu fais? Parce que le film n'était pas fini. À l'époque, ils n'avaient pas tourné toutes les scènes. Il manquait du budget, il manquait des effets spéciaux. Même si tu réalises, tu réalises un truc sans effets spéciaux avec un écran vert dégueulasse et tout, ça fait moyen. Warner, pas sûr qu'ils donnent leurs droits. C'est très tricky. Mais la machine continue. On va vite passer sur la suite. 2018, ils sortent le film Aquaman, qui était à l'époque le plus gros succès du DCU. Enfin, à ce jour, c'est le plus gros succès du CU. Clairement, on fait du Marvel. En fait, c'est un film fun avec Jason Momoa au top de la forme, un peu un sort de Thor. Mais le film fonctionne, cartonne au box-office, donc ça redonne un petit peu des couleurs. On se dit ouais, trop bien. En fait, ça va fonctionner. L'année après, on sort un certain Shazam, qui est en fait un Captain Marvel à la base. Un film fun pour enfants, vraiment, le film a un succès relatif. Les gens sont contents, on voit que DC essaie de se détourner de Snyder et faire du Marvel. En fait, il copie-coller du Marvel. Des films familiaux, fun, avec de l'humour un peu pipi caca. Pas très dérangeant, mais
pourquoi pas, ça fonctionne. 2019, vous vous en souvenez tous, c'est le début du Covid. Sort au cinéma un petit film réalisé par un certain Todd Phillips. Todd Phillips, c'est le réalisateur des tous les 3 Very Bad Trip, de Limitless. Il sort son Joker. Donc là, à ce moment-là, c'est un peu la confusion. Attendez, mais le Joker, c'était Jared Leto dans The Suicide Squad. C'est quoi ce bordel? Il sort un petit film, le budget du film, je crois que c'est 70 millions de dollars et tout. Et en fait, c'est un film standalone. On fait plus l'univers connecté. En fait, on a un film, on a cette galerie de personnages. On a des Batman, on a des Jokers, on a des Mr. Freeze. Pourquoi pas les utiliser? Et on a confié les rênes à Todd Phillips. On dit, bah, écoute, fais ce que tu veux avec ce personnage de Joker, avec Joaquin Phoenix. Il sort ce film. Ça rafle des Oscars. Ça déglingue le box-office. Je crois que c'est 1 milliard 1. C'est à ce jour le film R17 qui a fait le plus d'entrées au box-office. Il avait dépassé Deadpool à l'époque. Donc là, on commence à rentrer dans une troisième phase. Donc on avait l'univers connecté, on avait l'univers connecté de Snyder, donc le Snyderverse comme on appelle. On a fait l'univers connecté un peu plus fun avec des films comme Aquaman ou comme Shazam, un peu plus léger. Et là, on a une troisième phase où on se dit, bah en fait, on a des films indépendants, standalone, on fait des films d'auteur. On laisse faire les auteurs. Todd Phillips, on lui a laissé le budget, on a fait un excellent film. Et derrière, ça match. Le film est un succès au box-office. Les critiques sont emballées, les spectateurs sont emballés, tout rentre dans les plans. Que demande le peuple? Mais évidemment, ils sont engagés avec cette histoire d'univers connecté, donc ça va pas. Nous sommes en 2020 et le Covid arrive. Et en fait, le Covid va chambouler énormément de choses dans le domaine du cinéma. Entre-temps, vous avez les plateformes de streaming qui sont arrivées. On consomme plus du cinéma comme avant. Donc, vous avez Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, HBO Max. Donc, c'est la plateforme qui a été lancée par Warner. Ils essaient de développer cette plateforme. Et à ce moment-là, en fait, il faut se dire, qu'est-ce qu'on fait? Il y a des films qui doivent sortir au cinéma, mais les cinémas sont vides. Les gens, bah, peut-être qu'ils risquent de pas y aller voir, surtout que l'univers n'est pas très connecté. Et 2 films vont sortir sur les plateformes de streaming et vont un petit peu rater la case cinéma. Wonder Woman 1984. Alors, je vous ai dit que le premier Wonder Woman était un immense succès. Ici, ils pensaient vraiment que le film, il y aurait un engouement parce que voilà, tout le monde est allé le voir, ce serait trop cool et tout. Malheureusement, le film sort en plein Covid, les gens sont confinés chez eux, peu de promotion, vraiment pas de bouche à oreille parce que ce genre de film, ça marche beaucoup avec le bouche à oreille. Ça ne marche pas du tout. Le film est un immense flop. Il flop sur HBO Max, surtout qu'en France, il n'était pas encore arrivé. Il fallait payer pour le regarder ou alors il fallait passer par des VPN et des choses comme ça. Bref, c'était chaotique. Wonder Woman 1984 se fait déglinguer par la critique. Les gens ne le voient pas parce que voilà, ils n'ont pas eu l'intérêt. Il n'y a pas ce côté un petit peu effet de foule. Et il passe à la trappe. Et c'est dommage parce que le film a des bonnes idées et essaie de surfer sur la vague du premier film, mais ça ne fonctionne pas. Et surtout, on va essayer de faire un film féministe sur des femmes dans l'univers d'ici. Alors, vous vous souvenez tous de Margot Robbie dans The Suicide Squad, tout le monde l'a kiffé. Et Warner se dit, tiens, on va faire un film avec des personnages féminins. Ça avait bien marché avec Wonder Woman. Cette année-là sort Wonder Woman 84. On se disait, on va faire à fond. Et parenthèse, c'est un film qui à la base devait s'appeler Birds of Prey. Pour les fans de Batman, Birds of Prey, en fait, c'est des personnages, des super vilains, c'est des super héroïnes dans l'univers Batman qui évoluent. Et vraiment, ils ont leur arc narratif à elles tout seuls. Vous avez Suicide Squad, des choses comme ça, mais Birds of Prey, vraiment, c'est cool. Sauf que, bah, vu qu'il y a tout le monde est confiné chez eux, que les gens vont pas discuter entre eux, qu'ils passent moins de temps sur les forums et machin et tout, qu'il n'y a pas cet effet, vous savez, effet de masse, on se dit, merde, on va peut-être rater la promotion. Et là, idée géniale, on va appeler le film Birds of Prey et la fantabuleuse histoire de Harley Quinn. Il y avait même l'émancipation de Harley Quinn. Alors, en fait, c'est un film qui va encore une fois bider au box-office parce que bah, il va pas avoir de sortie ciné, un petit peu en France. Je crois que c'était même directement sur les plateformes. Et c'est dommage parce que c'est un film que peu de gens ont vu et que personnellement j'aime beaucoup. C'est un film extrêmement intéressant. On parle beaucoup de Barbie cette année avec Margot Robbie. C'est un super film féministe. Il y a beaucoup de bonnes idées. Il y a des aspects très intéressants.
Pour vous donner un gros l'histoire, vous avez tous ces personnages qui vivent à Gotham. Vous avez Harley Quinn, vous avez Huntress, vous avez d'autres flics. Et en fait, toutes ces femmes ont subi la violence, la persécution des hommes. Mais pas façon, vous savez, comme on fait maintenant, tout ce côté woke et tout, pour vous faire chialer. Vous avez par exemple Harley Quinn qui est victime de la relation toxique qu'elle a avec le Joker. Vous avez une femme policière qui s'est fait sucrer sa promotion parce que son mari était pote avec le chef de la police. Vous avez Huntress qui a eu sa famille assassinée par un gars. En gros, c'est un film très humain, très terre à terre, où vous avez vraiment des femmes qui ont subi la violence des hommes et qui essaient de s'en sortir, en fait. C'est ça qui est cool avec ce film, c'est qu'ils sont pas en train de chialer de leur situation, c'est juste qu'elles sont retrouvées dans cette situation à cause des hommes, elles se mettent en commun pour s'en sortir. Vraiment, et c'est très dommage parce que vraiment c'est un film qui a beaucoup de bonnes idées, il y a beaucoup de choses intéressantes à exploiter, et que je trouve qu'il est beaucoup plus intéressant que Barbie en fait. Il est beaucoup plus, malgré le fait qu'il soit moins bien fait, je trouve que Margot Robbie est plus intéressante là-dedans que dans Barbie. Donc voilà. Mais malheureusement, encore une fois, Warner fait de la merde et ça plante. 2021. On est en plein Covid, on est parti au cinéma, on est rentré, confinement, machin, tout, on sait pas trop ce que ça va se passer, est-ce que ça va durer encore 6 mois, 1 an, 8 siècles. Bref, un petit hashtag n'a toujours pas fini de faire parler de lui. Vous vous souvenez du hashtag Release the Snyder Cut? Les gens n'ont pas abandonné, moi le premier, j'avais jamais abandonné. Régulièrement, les gens exploitent cet hashtag et tout. Warner est dans la merde parce qu'ils savent pas quoi faire vraiment. Ils savent que leurs films ont bidé au cinéma. Qu'est-ce qu'on fait? Tiens, et si on essaye de voir un petit peu dans le passé qu'est-ce qui a marché? Et je vous avais dit, Snyder a la confiance du public. C'est rare, c'est très très rare. En fait, dans un univers comme ce qu'a instauré Marvel avec son MCU, vous avez la boîte de production est au-dessus de tout. Ce qui fait que vous pouvez virer un réalisateur, vous pouvez virer un acteur, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. La boîte elle-même, la structure, c'est elle qui gère tout. DC n'ont pas ça. Ils n'ont pas de Kevin Feige. Je vous avais dit au début que c'était un problème de management. En fait, Warner n'avait pas de Kevin Feige. Ils avaient Snyder. Mais Snyder, c'est un mec qui est dans son film, en fait. Tu peux pas être dans ton film, faire ton film et aider tout le monde en même temps. Il suffit qu'il y ait un engrenage, un problème dans l'engrenage, la mort d'un proche, tout part en couille. C'est là le problème. Est-ce que Warner aurait dû engager un mec comme Kevin Feige? J'en discuterai à la fin. Release the Snyder Cut. Tout le monde la relance, tout le monde le relance, tout le monde le relance, tout le monde à fond, à fond, à fond, à fond, à fond. Tweet de Zack Snyder. Écoutez les gars, merci de votre soutien. J'ai pris rendez-vous avec les pontes de chez Warner. Waouh, waouh. Tout le monde est emballé, tout le monde est en mode waouh, on aura la Snyder Cut, on aura un truc de ouf, on aura vraiment tout ce qu'on veut. Cool. Un peu de mystère, machin et tout. Bref, la grande annonce tombe. Warner donne de la thune à Snyder, mais vraiment beaucoup en plus. Je crois qu'il lui avait donné, 50 ou 60 millions de dollars à l'époque, pour finir son film. Donc, il reprend le film, il finit les effets spéciaux, il retourne les scènes qu'il a pas faites. Une rumeur dit que tous les acteurs reviennent, voire presque gratuitement, tellement ils avaient un soutien, parce que, entre-temps, les bouches sont un peu déliées. Gal Gadot a parlé sur la gueule de Josh Whedon. Apparemment, il lui a demandé de faire des scènes très obscènes, vraiment parce qu'à un moment donné, il y a Flash qui tombe sur les seins de Wonder Woman. Elle disait que voilà, ça c'est du pigment de Josh Whedon, que voilà, la situation de la femme, c'est pas ouf, que jamais Zack Snyder n'aurait permis de faire ça. Bref, il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de mouvements, tout le monde est emballé. Et en 2021, donc c'était juste après, je me souviens, après le Nouvel An, j'étais enfermé à la maison, on avait le Covid, sort Zack Snyder's Justice League. Pour vous dire la puissance de ce truc, c'est que, en fait, le film ne s'appelle même pas Justice League. C'est Zack Snyder Justice League. C'est la première fois qu'on voit que le film, vraiment, vous savez, vous avez de la director's cut, des trucs comme ça. Dans le titre du film, il y a le nom du réal. Le film dure 4 heures. Le film est filmé dans un format carré, vous savez, façon Instagram. Je me souviens à l'époque, on l'avait loué sur la plateforme de Warner ou je me souviens, je l'avais loué sur Xbox. On avait commandé des bières, des pizzas. On s'est mis à 20 heures pour regarder pendant 4 heures le film. Le film est un véritable raz-de-marée. C'est vraiment, Zack Snyder s'est lâché parce qu'évidemment, un film de 4 heures au cinéma, ça aurait été impossible de le sortir. Là, vraiment, il s'est lâché, vas-y,
fais ce que tu veux, c'est ton film. À la base, c'est un film qui devait sortir en deux parties. Tout le monde est dans une PLS intergalactique. On se dit, mais en fait, vous êtes archi cons, les mecs. Pourquoi vous n'avez pas sorti ça dès le départ? Vous auriez pu laisser quelques mois, il aurait fini le film, il n'aurait pas fait 4 heures, il aurait fait 3 heures. Parce que Zack Snyder, c'est un petit peu monté le bourrichon et tout ça. Vous avez clairement peut-être 20-25 minutes de film qui sont un petit peu bizarres. Il y a quelque chose qui ne va pas, vous avez l'impression d'être sur une grande planète. Ce sont des extraits qui font référence au cauchemar de Batman dans Batman v Superman, où on voyait l'après Justice League, où Batman en fait devenait une sorte de rebelle et Superman s'alliait avec Darkseid et en fait allait tuer tous les super-héros. Ceux qui ont joué à Injustice, c'est un petit peu quelque chose qui se ressemble à l'histoire de Injustice, vite fait. Bref, Zack Snyder's Justice League, incroyable film. Vraiment, tout le monde est emballé, tout le monde se dit mais en fait on veut voir la suite et tout parce que du coup ça nous fait découvrir un autre méchant. Le film est génialissime, tous les acteurs sont top, les personnages sont top, le film change totalement d'histoire. Si dans la version de Josh Whedon, ça s'appelle d'ailleurs la Justice League, on avait juste, allez, Batman, Superman, Wonder Woman, tous les autres personnages étaient vraiment à chier, ils étaient oubliables. Ici, chaque personnage a son importance capitale. Flash, qui à la base était un petit rigolo et tout, en fait, il a une importance capitale dans le film. Cyborg, qui était vraiment fait à l'arrache avec des super pouvoirs dégueulasses, des effets spéciaux immondes. Là, il a une importance capitale, on développe son arc narratif, vraiment le film à 4 heures, mais tu sais pourquoi il dure 4 heures en fait. Chaque personnage est développé. On essaie de relancer tout ça, on essaie de se dire, ouais, mais en fait, allez, on va relancer tout ça, pourquoi pas. Toujours en 2021, vous vous souvenez, je vous avais parlé d'un certain James Gunn. James Gunn, c'était le mec qui avait réalisé les Gardiens de la Galaxie. Entre-temps, il s'est fait épingler sur Twitter pour des tweets xénophobes, racistes ou antisémites, je sais plus. Bref, un candidat, on est en 2020, c'est en pleine élection présidentielle américaine, quelqu'un retrouve des vieux tweets de James Gunn qui datent d'il y a 10 ans, quoi, le truc qui date de 2008 ou 2009. James Gunn s'excuse, il dit non mais attendez les gars, c'était une blague pourrave il y a 10 ans, enfin arrêtez vos conneries et tout. Ça ne passe pas. Il se fait licencier par Disney, alors qu'il devait faire les Gardiens de la Galaxie. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Warner arrive, on fait ça te dirait du boulot? Nous, on cherche du boulot parce que nous, en fait, nous, c'est un peu la merde. On sait rien faire. On n'a pas de Kevin Feige comme chez vous. Viens faire du film. Nous, les tweets enfonçants, on s'en fout. Tu t'es déjà excusé. Allez, c'est de l'histoire ancienne. Viens très vite pour nous. Viens. Bah, James Gunn, il est là. Bah ouais, vas-y, avec grand plaisir. Moi, je suis un grand fan de comics et tout. Pourquoi pas? Avec grand plaisir, ouais. On va faire Suicide Squad. The Suicide Squad. Suicide Squad. Alors oui, ça aussi, il faut qu'ils trouvent les noms. Le premier film s'appelle en fait Suicide Squad, celui-ci s'appelle The Suicide Squad. Donc ils commencent à développer le projet, tout ça, ça tombe dans les oreilles de Disney, de Kevin Feige, ils se disent attendez les gars, vous avez peut-être déconné là parce que James Gunn, mine de rien, c'est Gardiens de la Galaxie, ça nous ramène un fric monstre, les gens l'adorent, faut peut-être arrêter les conneries, faut peut-être pas trop se débarrasser de lui. Ouais, alors attends, on va rappeler James Gunn. Frère, est-ce que tu peux revenir, s'il te plaît? Parce que nous, on est en train de développer notre univers et tout. Surtout qu'on a déjà terminé la phase 3 du MCU. Vous avez eu Avengers Infinity War et Endgame. Frérot, là, Guardians of the Galaxy 3, je dirais, il y a personne qui peut les faire aussi bien que toi. Ah bah non, frère, attends, moi je suis chez Warner. Hein. Donc ils arrivent à signer un contrat, ils arrivent à se retrouver. Il dit, écoute, bah moi je vais faire d'abord Suicide Squad, et après je retourne chez vous les gars. Ah ouais, cool, merci et tout. Et du coup, il sort The Suicide Squad. Et en fait, c'est un mix entre Suicide Squad et un univers un petit peu neuf. Donc il y a des nouveaux personnages, on retrouve les anciens personnages, il y a Margot Robbie par exemple, Amanda Waller, et ils engagent de nouveaux personnages. Le film sort directement sur la plateforme HBO Max. C'est un succès critique, c'est un succès commercial aussi. Beaucoup de gens le voient. Encore une fois, avec le Covid, les gens ne comprenaient pas, en fait, est-ce que c'est une suite, est-ce que c'est un reboot, est-ce que c'est un nouveau truc? Il a fallu expliquer, mais globalement, les gens étaient plutôt contents parce qu'ils se disent, bah, c'est pas mal, on retrouve les mêmes personnages, tout le monde avait adoré Margot Robbie dans ce film-là, dans le premier film.
On va voir un petit peu ensemble, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? James Gunn, il a fait du bon boulot. Clairement, on sent que à la base, ça qui est drôle, à la base, ils avaient fait Suicide Squad, mais ils l'ont charcuté pour s'inspirer de Les Gardiens de la Galaxie fait par James Gunn. Et que là, en fait, ils ont engagé James Gunn pour faire leur Suicide Squad. Et en fait, ça marche super bien. Ça marche super bien, au point qu'une série va être créée sur Peacemaker. Et en fait, avec John Cena et en fait James Gunn à la production. Ça marche plutôt bien, mais on sent qu'on est encore dans un truc un peu bizarre. Et vous aviez un gars qui s'appelait Matt Reeves, qui voulait réaliser son Batman en fait. Il avait un scénario pour un Batman et il voulait faire un Batman beaucoup plus sombre, beaucoup plus terre à terre. En faire un Batman un peu dans la veine du film Seven avec Brad Pitt et Morgan Freeman. Et surtout Ben Affleck, qui était déjà Batman, devait apparaître en tant que Batman dans ce film-là de Matt Reeves. Et on ne savait pas trop si c'est Ben Affleck qui a réalisé le film et Matt Reeves qui était le réalisateur, ou est-ce que Matt Reeves allait être réalisateur et Ben Affleck juste producteur et acteur. C'est un petit peu confus, sachant que Ben Affleck se fait un peu virer, il veut partir du projet, il voit que ça n'avance à rien, qu'on a sorti la Snyder Cut, mais que en fait rien ne m'a. Il appelle un certain Robert Pattinson, qui entre-temps a déjà bossé avec Nolan sur Tenet, pour faire le film The Batman. The Batman, sorti en 2022, c'est un film de Batman en mode enquête. On n'est pas comme The Dark Knight, on n'est pas comme Batman v Superman, donc on a un Batman beaucoup plus jeune. Il vient à peine de s'installer. C'est un film sombre, sale, très mal éclairé d'ailleurs. Beaucoup de grands acteurs. Vous avez un Robert Pattinson vraiment qui est génial en mode Batman. Et vous avez un pingouin d'anthologie. Et encore une fois, la question se pose, mais où est-ce qu'on met ça dans l'univers Batman? Et il est où là-dedans entre Wonder Woman, Batman v Superman et tout. Et vous vous souvenez, je vous avais dit qu'on avait les Jokers. Warner continue à exploiter ce filon de on fait des films séparément. On donne la chance aux auteurs, vous avez un film, fais-le. Fais le film, vas-y, et tu le fais. Le film rentre dans les frais au niveau du box-office, les gens sont assez contents. Encore une fois, on a un film qui est hyper long, 176 minutes, donc 3 heures. Je me souviens que le film était très long. J'ai trouvé le truc, la troisième partie était un peu plus longue, mais sortir un film Batman de 3 heures au cinéma, ça fonctionne. Les gens sont au rendez-vous, le box-office est au rendez-vous, les critiques sont alliés. Donc, ce qu'on vous a dit depuis le début, monsieur Warner, ça fonctionne. Le film fonctionne, on veut faire déjà une suite. La suite doit sortir en 2025, si je me souviens bien. Mais voilà. On a donc deux univers parallèles. Vous avez le Snyderverse, comme on appelle ça, et les films indépendants. 2022, on a un certain monsieur Dwayne Johnson, The Rock, qui est tout fier d'apparaître dans un film de super-héros en la personne de Black Adam. Black Adam, c'est un méchant qui est récurrent dans l'univers de Shazam. En fait, ils ont un peu les mêmes pouvoirs. Et vous vous souvenez, je vous avais parlé de l'ego de Will Smith dans The Suicide Squad. En fait, on va retrouver la même chose avec Dwayne Johnson. Dwayne Johnson, depuis quelques années, il se prend pour Schwarzenegger. C'est quelqu'un qui est vraiment parti de l'univers de catch, qui a réussi à se monter une carrière, qui a réussi à intégrer des franchises, Jumanji, Fast and Furious, et vraiment il veut, ça a un petit peu moins bien fonctionné, il veut créer sa propre franchise et veut devenir un super-héros, il veut vraiment être le meilleur, vraiment montrer que c'est lui le plus fort, qu'il peut sauver le cinéma. Parce qu'il veut s'inspirer aussi de Tom Cruise. Tom Cruise, pour ceux qui ne connaissent pas, il pèse. En un seul mot, Tom Cruise, il pèse. Dans le cinéma actuellement à Hollywood, Tom Cruise, il dit quelque chose, il arrive à le faire. Vraiment, il a une aura qui est incroyable. The Rock avait commencé la production avant le Covid, ça s'est un petit peu ralenti. Il a l'occasion d'être le super-héros, enfin d'être la star de son propre film. Il a l'occasion de montrer sa musculature. Il a l'occasion d'y faire un petit côté de ce qu'il veut lui, un peu comme Will Smith. Ouais, mais en fait, je suis un anti-héros, mais en fait, je suis un bon au fond. J'ai bon fond, j'ai bon cœur. Exactement la même chose qu'avec Suicide Squad et Will Smith. Ouais, en fait, je joue un méchant, mais j'ai pas envie d'être un méchant parce que c'est mauvais pour mon image de carrière de père de famille exemplaire. Il faut rendre à César ce qui est à César. The Rock se met à fond dans le projet. The Rock, vraiment, il le porte à bout de bras, comme ça, il est à fond. Il fait marcher toutes ses connaissances, il fait marcher tout son réseau.
il veut montrer qu'il pèse, qu'il peut relancer le DCU à lui tout seul. Parce que, entre-temps, ce qui s'est passé, le DCU est en train de se casser la gueule, on ne sait pas trop ce qui se passe. On est en train d'embaucher James Gunn chez Warner parce qu'on se dit, bah en fait, James, écoute, Marvel a Kevin Feige, viens, on t'offre le poste de responsable de tout cet univers d'ici au cinéma. James Gunn accepte. Entre-temps, il a dit, ok, mais je finis juste Gardien de la Galaxie pour Marvel, et ensuite, je vais chez vous. D'ailleurs, avec la bénédiction de Kevin Feige avait fait un super tweet. Il a dit, écoutez, bah tant mieux. Enfin, on a bien collaboré ensemble. Il y a eu des hauts débats, mais pourquoi pas, on lui souhaite la meilleure chance. Et en fait, ça nous plaît aussi qu'il y ait de la concurrence parce que ça attire les gens vers le haut. Et à l'époque, bah Henry Cavill n'était plus Superman. Tout cet univers était en train de s'effondrer. Dwayne Johnson met en avant ses muscles, tape du poing, il dit non, attendez, moi je vais relancer le truc. Moi, je suis Black Adam, je vais pas me battre contre Shazam parce que Zachary Levi avec sa comédie. Moi, je veux Superman. Moi, je suis digne de Superman. Moi, je suis digne d'Henry Cavill. Il rappelle pour la scène post-générique Henry Cavill dans ce film-là. Et on s'attend qu'il y a un Black Adam 2 et qu'en fait, bah, il y a un immense succès, que ça sera un truc d'anthologie, que en fait, il y a un baston entre les deux pour montrer la puissance de tout ça. Entre-temps, il crée la polémique avec Shazam parce qu'en fait, il rappelle Henry Cavill, mais il veut pas apparaître dans le film Shazam 2 qui est en train de se préparer, qui devait sortir l'année d'après. Il crée de la tension, mais la hype fonctionne. La hype fonctionne. Henry Cavill de retour dans le rôle de Superman. Tout le monde est emballé. Waouh, pourquoi pas. Black Adam, un film que j'ai plutôt apprécié. Vous pouvez retrouver ma critique, mais voilà, parce qu'en plus, dedans, il y a Pierce Brosnan. Mais tu vois clairement, quelque chose ne va pas, encore une fois. En 2023, 10 ans du DCU avec 4 films qui sortent la même année. C'est la première fois que ça arrive. Et vraiment le pire du pire du pire du pire de ce qui aurait pu arriver en fait. On était tous emballés par l'annonce de James Gunn pour cet univers d'ici. Sauf que James Gunn arrive, pose ses couilles sur la table et dit bah écoutez les cocos, le DCU est mort. Le Snyderverse c'est mort. Je veux plus en entendre parler, on va tout repartir d'une feuille blanche parce que rappeler des gens à droite à gauche, donner du pouvoir à The Rock ou rappeler Henry Cavill, Ben Affleck il fait ce qu'il veut, alors ouais peut-être il voulait faire un film à lui, c'est un immense bordel, non c'est mort, on continue sur une nouvelle voie, donc en fait on va continuer avec le Joker 2 qui sort l'année prochaine, Folia 2, The Batman 2 qui va sortir aussi l'année prochaine, ça on continue parce que ça fonctionne bien et que c'est indépendant de nous. Par contre le DCU en tant que tel, non c'est mort, on part d'une feuille blanche. Problème, des films sont prévus à la sortie. Premier film à sortir, Shazam 2, La Rage des Dieux, donc c'était la suite du premier film. La production est chaotique. À la base, il devait avoir un caméo de The Rock, Black Adam, dans ce film-là, mais The Rock dit bah non, en fait, moi je suis pas digne, enfin, Shazam n'est pas digne de moi. Je vous ai dit, ils avaient un gros boulard. Non, 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 moi je suis digne d'Henry Cavill et de Superman, pas de Shazam. La production est chaotique, tout le monde crache, sachant que de chez Marvel c'est la même chose, les films de super-héros, bah, le phénomène sous-souffle. On va plus au cinéma aussi souvent pour voir tous ces films et surtout tu es obligé de voir tous les films pour suivre. Bref, Shazam 2 est un immense bide au box-office. Vraiment, c'est un immense bide au box-office. Ça fait de la polémique parce qu'ils disent bah voilà en fait c'est la faute de Dwayne Johnson parce qu'il aurait pu soutenir le film ou il aurait pu nous apporter un tweet ou quelque chose comme ça. Au lieu de ça, il le démonte. Le film c'était un film familial et tout. Ça marche pas. Tout le monde s'en fout parce que tout le monde sait que bah ce film-là ne sert à rien étant donné que bah, l'univers s'arrête. The Flash. The Flash, c'est pour moi un des meilleurs films du DCU. Je vais être clair et net avec vous. J'en ai fait la critique, je l'ai défendu, corps et âme l'année dernière. C'est d'ailleurs à ce jour ma vidéo la plus vue sur ma chaîne. The Flash est pour moi l'un des plus gros gâchis, si c'est pas le plus gros gâchis de tout cet univers. On reprend le personnage qu'il y avait dans Justice League, on reprend Ben Affleck dans le rôle de Batman, on fait ramener Wonder Woman. Le film est censé créer un multivers. On s'inspire de la bande dessinée, l'excellente bande dessinée Flashpoint Paradox, avec ce voyage dans le temps et qu'en fait ça crée un univers parallèle. On rappelle Michael Keaton en tant que Batman. Tout ça pour un immense gâchis, tout le monde s'en fout. Donc en fait le film a du mal à se finir.
On a des effets spéciaux pas finis. La Warner ne veut pas donner de thunes, ils disent, bah, en fait, ça sert à rien parce que le film va sortir, ouais, même si on a un film qui est génial. Ok, les gens vont voir au ciné, qu'est-ce que ça fait? Bah, de toute façon, on s'en fout, il n'y aura pas de suite. Tout est relancé. Donc, le film sort dans des conditions chaotiques. Les effets spéciaux sont pas finis. Tout le monde crache sur le film, tout le monde le démonte. Moi, j'étais pas du tout d'accord parce que moi, j'ai vraiment adoré. Je trouve qu'il y avait des super bonnes idées. Vraiment, j'ai ce sentiment que, encore une fois, c'est la même chose qu'avec The Suicide Squad, c'est la même chose qu'avec Snyder. On avait des super créateurs avec qui avaient une vision pour les films et qu'on les a pas laissé faire, on leur a pas donné les moyens. Flash, énorme gâchis. Je suis en train de même penser de faire un top des films parce qu'il y a des films je les ai vus qu'une seule fois en fait. Donc voilà. Mais voilà, The Flash, ça signe le glas, immense bide au box-office, mais vraiment tout le monde a craché dessus, tout le monde, personne n'est allé le voir et c'est dommage. Blue Beetle, qui sort en juillet ou août 2023. Et là, pareil, zéro promo, tout le monde s'en fout, personne en parle. On dit, mais de toute façon, le DCU est mort, ça sert à quoi qu'on aille le voir? Vraiment, enfin, on tourne la page. Et surtout, un questionnement, on se dit, mais attendez, quelque chose qui ne va pas parce que on parle, à aucun moment dans le film, on parle du DCU en fait. On évoque le personnage de Batman, mais on n'arrive pas à comprendre, est-ce que ça fait partie du Snyderverse, comme c'est le cas de Shazam, de The Flash, Black Adam, ou est-ce que c'est le premier film du nouvel univers fait par James Gunn? Personne n'a su répondre. Officiellement, ça fait partie du nouvel univers de James Gunn. Il pourrait faire partie de l'univers étendu de la Snyderverse, mais le film est trop détaché. Le film est... Comment dire? C'est du même niveau que Shazam, honnêtement. C'est un super film pour enfants, honnêtement. J'ai regardé, je trouve que le film, il y a peu de violence, le scénario est facile à suivre, les personnages sont attachants, le personnage est cool, ce personnage de Scarabée, un peu façon Iron Man. Mais clairement, voilà, encore une fois, c'est du potentiel gâché. On aurait pu faire quelque chose de bien, on aurait pu faire un truc sympa, vraiment, on aurait pu jouer la carte de familiale et tout, mais on a chié dessus. Et on a ce film là qui se balade, on sait même pas, est-ce que c'est du Snyderverse, est-ce que c'est le James Gunnverse, on sait pas. Et le dernier film, je l'ai pas encore en DVD parce qu'il n'est pas encore sorti, Aquaman 2, qui vient de sortir au cinéma, qui a bidé encore une fois parce que mauvais bouche à oreille, tout le monde s'en fout de ce DCU parce qu'en fait on sait que ça va mourir. Le film a, alors que le premier film a fait un immense succès au box-office. Bref, tout ça est mort, tout ça est détruit. Vraiment, vous avez vu, les 5-6 derniers films que j'ai pris ont tous bidé au box-office. Personne n'en a parlé, personne ne veut en parler, personne ne veut les regarder parce que bah, on est tous là, on sait bah, en fait que tout est mort. James Gunn a annoncé son Superman Legacy, qui sera un nouveau film Superman, qui doit sortir l'année prochaine, ou en 2025. Oui, en 2025. Et voilà. Pendant 10 ans, on a eu pour moi, clairement, c'est un immense gâchis. Vraiment, je suis déçu parce que j'adorais cet univers. J'adore ce que fait Snyder. J'adorais certains créateurs qui étaient là. Il y avait des super bonnes idées. On voit aussi que Marvel se casse la gueule actuellement. Trop d'idées, trop de projets, trop de séries, trop de films en même temps, en simultané. Warner avait de l'or dans les mains. Ils ont tout gâché. Clairement, deux choses qu'ils auraient dû faire. Engager un gars pour superviser tout ça, mais dès le début. Donc à ne pas avoir avoir un Kevin Feige. D'ailleurs, ils font la même erreur avec James Gunn parce que James Gunn va réaliser un film en même temps de superviser l'univers. Je trouve que c'est tellement de boulot que non, il faut laisser un producteur. Faut pas un réalisateur, il faut un producteur qui supervise tout ça. Et surtout, preuve en est, ils auraient dû, parce un producteur, il aurait su gérer les égos des acteurs. Il aurait su gérer l'ego de Will Smith, d'un Jared Leto, il aurait su gérer l'ego d'un Dwayne Johnson. Et surtout, ils auraient dû laisser la place aux créateurs. Ces deux films en attestent. Joker et Batman attestent que quand tu laisses la place aux gens, quand tu laisses la place à la création, quand tu laisses la place aux gens de s'exprimer, que les spectateurs ont confiance dans le réalisateur, on peut sortir un film de super-héros de 4 heures et que les gens vont payer pour le voir. Je veux dire, le film, quand il est sorti sur les plateformes de streaming, il était genre à 10 euros, 10 ou 12 euros
en location. Enfin, moi, j'ai été quelque part sur le disque dur de la Xbox, un truc comme ça. Mais les gens ont payé en masse pour le voir, ce film. Et ils sont restés pendant 4 heures dans ce film. Écoutez, bah, c'est une vidéo un peu longue, mais j'ai essayé d'être le plus complet possible. Vraiment, moi, je le suivais de près, cette histoire de DCU. J'adorais. Autant le MCU, bah, j'adorais le MCU, bien sûr, j'allais voir tous les films, mais depuis quelques années, depuis toute la phase 5, ça m'a vraiment saoulé. Il n'y a aucun film qui m'a plu. Preuve qu'en fait, actuellement, les films de super-héros sont en train de se casser la gueule. Mais c'est DCU, ça donne la larme à l'œil, quoi. Je veux dire, tellement de potentiel gâché. À voir. On se donne rendez-vous en 2025 pour bah, les nouvelles aventures du Joker, les nouvelles aventures du Batman, ce Superman Legacy. Dans quelle direction ça va partir? Est-ce qu'on aura James Gunn? Est-ce qu'il va un petit peu lâcher du lest? Est-ce qu'il va donner la chance au créateur? Dites-moi en commentaire comment est-ce que vous ressentez. Est-ce que vous êtes comme moi par rapport à cet univers d'ici? Vous êtes frustré, déçu, il y avait tellement de potentiel et que voilà, tout ça est tombé à l'eau? Ou au contraire, vous en foutez parce que vous avez détesté les films de super-héros et surtout que bah, vous êtes team Marvel? Quels sont pour vous les films qui sont les plus sous-cotés, vraiment les films qui auraient pu avoir un immense potentiel mais on les a tous gâchés? Dites-moi tout ça. Personnellement, je suis assez d'accord qu'en fait, ils auraient dû faire confiance à Snyder et qu'on aurait eu le Snyderverse, plus ces films un peu fun, plus ces films standalone. On aurait eu un film génial et surtout, on aurait eu des films qui seraient restés dans les annales, vraiment des films mémorables. Mais on ne refait pas l'histoire. Peut-être que quelqu'un fera avec l'IA, arrivera à faire Justice League partie 2. On verra. À très bien. Merci beaucoup et à très bientôt. Ciao.